Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Certainement, la situation au Proche-Orient reste à la une. On parle effectivement de l'escalade militaire au Moyen-Orient et la poursuite de cette guerre entre les États-Unis et Israël d'un côté et l'Iran de l'autre côté. Certainement, la situation humanitaire au Liban reste également à la une. Mais on commence quand même, comme d'habitude, avec l'actualité. Pour vous parler de tout ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Hicham Youssef. Bonsoir Dr Hicham Youssef. Vous êtes professeur de relations internationales. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir pour parler du Moyen-Orient, mais aussi de l'actualité en Égypte. Exactement. J'aimerais bien commencer en fait avec l'actualité. C'est donc le président Abdel Fattah el-Sisi qui a exprimé la volonté de l'Égypte de poursuivre justement sa coopération avec la République du Congo et ce afin de renforcer les liens de coopération entre les deux pays dans le respect des aspirations et des intérêts des deux peuples frères et de maintenir la coordination bilatérale dans les cadres régionaux et internationaux. Le président el-Sisi s'exprimait lors d'un appel téléphonique avec son homologue congolais, Sassou Nguesso. Le porte-parole officiel a expliqué que les deux dirigeants ont abordé plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun et ont insisté sur la nécessité de résoudre les conflits qui affectent certains pays du continent africain par les moyens pacifiques, garantissant ainsi la préservation des capacités de leur peuple et le respect de leur souveraineté, en créant un environnement propice au progrès et à la prospérité. Le ministère de l'Intérieur a annoncé l'avortement d'un plan terroriste du mouvement Hasm, branche armée de la formation terroriste des frères, et ce dans le cadre des efforts déployés pour traquer les éléments du mouvement terroriste de Hasm et qui planifiait une série d'attaques terroristes ciblant les installations sécuritaires et économiques de l'État. Selon le ministère de l'Intérieur, les investigations ont révélé l'implication de deux éléments terroristes. Ce sont Ahmed Mohamed Abdelrazak Ahmed Roneim et Ihab Abdelatif Mohamed Abdelkader. Lors de l'intervention des forces de sécurité, l'échange de tirs a entraîné la neutralisation des deux éléments terroristes. Un citoyen a été également tué et un policier blessé. Eh bien, Dr Hicham, donc on parle de ce communiqué du ministère de l'Intérieur. Ça fait un bon moment, disons un long moment en fait, que la situation sécuritaire en Égypte est totalement sous contrôle après quelques incidents terroristes, il faut le dire, mais ça fait quelques années, si je n'exagère pas, que la situation est complètement sous contrôle. Aujourd'hui, on parle de ce communiqué du ministère de l'Intérieur qui a annoncé l'avortement d'un plan terroriste du mouvement Hasm, branche armée justement de la formation des frères. Oui, et tout d'abord, il faut savoir que ce n'est pas fini avec ce côté-là. C'est vrai, c'était calme il y a plusieurs années. Mais heureusement que le ministère de l'Intérieur ici sont bien veillés sur la situation. Ils savent très bien qu'il y a certaines choses qui avoir des cellules par exemple. Exactement, et ils ont tous les contrôles sur tout le fil qui amène vers cette sorte d'organisation, si on peut dire ça. Mais c'est que c'était très bien que toutes les responsables dans le domaine de la sécurité, réalisent très bien la dangerosité de notre situation, spécialement dans cette période. Ça veut dire qu'il faut quand même rester très vigilant sur ce sujet. Et je crois que de temps en temps, on trouve quand même un certain preuve que le système de sécurité en Égypte, ça fonctionne très bien. Super.
Là, on passe aux ministres des Affaires étrangères d'Égypte, du Pakistan, d'Arabie Saoudite et de Turquie qui ont débuté ce dimanche à Islamabad des discussions quadripartites sur la guerre au Moyen-Orient dans laquelle le Pakistan joue le rôle d'intermédiaire ou de médiateur entre les États-Unis et l'Iran. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Jacques Dar, a indiqué que la réunion des ministres des Affaires étrangères de ces pays musulmans doit aborder un éventail de questions, notamment les efforts visant à désamorcer les tensions dans la région. Il a ajouté qu'elle se poursuivra lundi donc des discussions à Islamabad. On parle de pays qui ont un certain potentiel dans la région. Il s'agit de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite et de la Turquie. Encore une fois, on parle d'intermédiaires, si vous le voulez bien, de médiateurs. Oui. Il y a le plan Trump, c'est-à-dire qu'on parle de négociations entre les États-Unis et l'Iran. À chacun des deux côtés a mis des conditions certainement non approuvées ou refusées par l'autre partie. Aujourd'hui, quand des pays, voilà, les 4 pays, justement, procèdent à parvenir, si vous le voulez bien, à une certaine médiation. Quelles sont les grandes lignes sur lesquelles ils peuvent justement travailler pour parvenir à ceci, à parvenir justement à jouer le rôle de médiateur? Bon, tout d'abord, aujourd'hui, réunir les 4 pays comme l'Égypte, la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Pakistan, c'est très important. Le Pakistan, il fait un rôle d'intermédiaire qui a la confiance de l'Iran. L'Iran, il fait confiance au Pakistan pour jouer ses rôles. Déjà, ils ont de très bonnes relations. Oui, ils ont de très bonnes relations. L'Égypte et la Turquie, c'est les 2 pays, on peut dire, le poids lourd dans la région de Proche-Orient. Bien sûr que la Turquie n'est pas dans le Proche-Orient, mais c'est un pays musulman aussi qui va jouer dans cette situation. Et l'Arabie Saoudite, bien sûr que c'est un pays qui a un rôle exactement. Et dans cette situation, c'est une situation très très sensible pour l'Arabie Saoudite. Ils ont besoin de résoudre le problème le plus rapide possible parce que ce n'est pas pour l'Arabie Saoudite seulement, mais on peut dire les quatre médiateurs, ils ont des bonnes relations avec l'Iran. Au niveau politique, oui, elle peut trouver quand même quelques chemins amenés vers des éléments qu'on peut discuter pour trouver une solution pour sortir de cette crise qui, à mon point de vue, les 2 parties, ils n'arrivent pas à sortir de cette situation difficile. Très bien, donc des discussions qui se poursuivront demain et on va certainement suivre l'actualité. Juste entre parenthèses, retour aux relations entre le Pakistan et l'Iran. C'est intéressant aussi de rappeler que l'Iran a autorisé justement au Pakistan le passage dans le détroit d'Ormuz. Donc oui. On parle de 20 navires à l'échelle de 2 navires par jour. Donc ça fait preuve aussi justement des liens tellement étroits entre Islamabad et Téhéran. On aimerait bien que ça se reflète aussi sur le plan diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères est à Islamabad. Badr Abdel Ati s'est entretenu ce dimanche avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères pakistanais, Isaac Dar. L'entretien a eu lieu lors de la visite actuelle, certainement, du chef de la diplomatie à Islamabad pour participer à cette réunion ministérielle et quadripartite sur les derniers développements régionaux et les efforts de contenir et d'apaiser la tension. Certainement, c'était aussi l'occasion de parler des relations bilatérales entre l'Égypte et le Pakistan. Oui, mais si on regarde bien les relations entre l'Égypte et le Pakistan, on se trouve que c'est pas comme il faut. On a des relations, mais on n'a pas assez de relations fortes pour nous faire quand même faire des progrès. Par exemple, dans ce problème de la guerre entre l'Iran et l'autre partie de cette guerre, il faut quand même. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est une bonne occasion pour préparer quelque chose entre l'Égypte et le Pakistan dans le futur.
ce n'est pas pour ce problème seulement, mais je crois qu'on va trouver quand même plusieurs points communs. Badr Abdelrahman, il a félicité déjà le développement justement remarquable des relations bilatérales entre Islamabad et Le Caire dans divers domaines. Il faut bien le rappeler, c'est le chef de la diplomatie qui a insisté également sur l'engagement à maintenir des réunions régulières de mécanismes institutionnels justement entre les deux pays, notamment du comité mixte co-présidé par les deux ministres des Affaires étrangères. Ils ont également, les deux côtés, les deux ministres, si vous le voulez bien, ont discuté de l'évolution de la situation, comme on vient de le dire, au Moyen-Orient, ça parallèlement aux relations bilatérales. J'aimerais bien rappeler encore une fois que Badr Abdelrahman s'est félicité justement de ces relations. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères pakistani Isaac Dar s'est parallèlement entretenu au téléphone avec le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi des développements de la guerre au Moyen-Orient. Le ministre pakistanais a insisté sur la nécessité de baisser la tension, soulignant que le dialogue et la diplomatie sont la seule voie vers une paix durable. Il a également affirmé l'engagement du Pakistan à soutenir tous les efforts visant à restaurer la paix et la stabilité régionale. Ça, c'est pour justement l'actualité. Outils, voilà. Hier samedi, les Houthis du Yémen, alliés de l'Iran, ont revendiqué leur première attaque sur Israël depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, quelques heures après que l'armée israélienne annonçait avoir détecté un tir de missile depuis le Yémen. Je vous rappelle que les Houthis avaient menacé vendredi de se joindre au conflit déclenché le 28 février par l'offensive israélo-américaine sur l'Iran. Je vous laisse avec les détails. Dans une déclaration vidéo publiée sur X, le porte-parole des Houthis, Yahya Sarih, a déclaré que le mouvement ait mené sa première opération contre Israël et frappé des sites militaires sensibles de l'ennemi lors d'une attaque aux missiles balistiques. Plus tôt samedi, l'armée israélienne avait dit avoir activé sa défense anti-aérienne après avoir identifié le tir d'un missile depuis le Yémen en direction du territoire israélien. Le porte-parole des Houthis avait affirmé vendredi dans une vidéo diffusée sur X qu'ils sont prêts à une intervention militaire directe en cas de nouvelle alliance avec les États-Unis et Israël contre l'Iran, la conduite d'opérations hostiles à l'Iran, aux tout pays musulmans depuis la mer Rouge et en cas de poursuite de l'escalade contre l'Iran. Les Houthis qui contrôlent une grande partie du Yémen avaient mené de nombreuses attaques contre Israël et les navires commerciaux en mer Rouge pendant la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza entre 2023 et 2025. Leur tir de missiles et de drones avait fortement perturbé le trafic dans cette voie maritime stratégique, aujourd'hui utilisée notamment par l'Arabie Saoudite pour exporter son pétrole sans passer par le détroit d'Ormuz où la navigation est bloquée par Téhéran. Eh bien, un nouveau joueur, les Houthis, qui font leur entrée justement dans ce conflit. C'est-à-dire ça a commencé entre d'un côté les États-Unis et Israël et de l'autre côté l'Iran. Un peu après, c'était le Hezbollah justement qui est intervenu. Aujourd'hui, c'est les Houthis, ou plutôt hier justement. Est-ce qu'on s'attend à une intervention encore plus importante? Une présence, si vous voulez. J'espère que non. Serait-il un acteur dans ce jeu? Oui, c'est un acteur, mais c'est le milice Houthi depuis la première guerre, les guerres de 12 jours entre Israël et l'Iran. Et en défendant le droit de Gaza, le milice Houthi, ils ont quand même envoyé quelques missiles sur Israël. Mais ça joue, c'est dangereux. Mais c'est pas assez dangereux comme le reste. Et maintenant, les États-Unis ou Israël ne sont jamais imaginés qu'ils vont
faire la guerre contre 3 fronts à la même temps. Ça veut dire le sud du Liban, il y a le Hezbollah, il y a l'Iran qui tire. Maintenant, il y a le milice Houthi qui fait un effet très très dangereux dans la mer Rouge aussi. Très bien. Très bien. Là, on passe à un autre dossier juste après cette petite pause. Voilà. Bien, docteur Hicham, sur le front libanais, la situation reste également assez délicate. C'est la représentante du HCR au Liban qui a déclaré qu'une crise humanitaire s'aggrave de façon alarmante dans le pays. Entre-temps, l'UNICEF a annoncé que plus de 370 000 enfants ont été contraints de quitter leur foyer au Liban. J'aimerais bien parler de ceci, mais juste après le commentaire. Voilà. Au Liban, une crise humanitaire s'aggrave de façon alarmante. C'est ce qu'a déclaré la représentante du HCR lors d'un point de presse en visioconférence avec des journalistes à Genève. Elle a ajouté que la situation demeure extrêmement préoccupante et le risque de catastrophe humanitaire est bien réel. Entre-temps, l'UNICEF a annoncé que plus de 370 000 enfants ont été contraints de quitter leur foyer au Liban. L'organisation a également indiqué qu'environ 20% de la population libanaise a été déplacée en raison des attaques israéliennes. Le Liban est à nouveau entraîné dans le conflit opposant Israël à l'Iran. Israël multiplie les frappes censées affaiblir le parti État, promettant de transformer la banlieue sud de Beyrouth en un nouveau Gaza, comme l'a déclaré le ministre israélien de la Défense. Avec déjà plus d'1 million de déplacés fuyant notamment la région au sud du fleuve Litani, la plus menacée par l'armée israélienne, la République libanaise peine à contenir l'évolution des événements. Après bientôt 3 semaines de combat, le gouvernement libanais est plus loin que jamais de sa promesse de désarmement du Hezbollah, exigée par les puissances occidentales, autant que par une partie de l'opinion publique, lassée d'être entraînée dans des conflits régionaux. Donc, Hicham, une crise humanitaire qui s'aggrave de façon alarmante. Aujourd'hui, certainement, c'est l'Égypte qui se range aux côtés de ses frères arabes, que ce soit par exemple dans les territoires palestiniens occupés, la situation humanitaire catastrophique à Gaza, par exemple. Aujourd'hui, c'est le Liban. L'Égypte aussi soutient certainement et se range aux côtés des pays du Golfe qui subissent justement les frappes ou l'agression iranienne. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur, d'un côté, la situation humanitaire au Liban? Certainement, encore une fois, c'est le Haut Commissariat des réfugiés qui sonne l'alarme au regard certainement de cette situation humanitaire, mais aussi l'UNICEF. Permettez-moi de parler du rôle de l'Égypte vers le Liban. Très bien. Parce que l'Égypte, depuis longtemps, elle joue le rôle de le grand frère, ou bien sûr que c'était le pays qui était chargé dans des dossiers les plus compliqués dans toutes les zones de Proche-Orient. L'Égypte vers le Liban, moi je suis sûr que je suis certain que l'Égypte fait le maximal pour aider le Liban de sortir de cette crise avec le moins possible de pertes, parce que le problème il est très compliqué aussi pour tous les pays qui sont en train de se mettre pour résoudre ce problème entre Israël et le Liban, et spécialement avec le Hezbollah qui est situé dans le sud du Liban, qui complique les choses. Mais l'Égypte essaye de jouer un rôle pour aider le Liban de rester solide
unis pour arriver à résoudre ce problème qui n'était pas facile à résoudre dans un jour ou une semaine. C'est assez compliqué, ça prend du temps. Le plus important qui le fait l'Égypte avec le Liban maintenant, de donner le soutien possible pour mettre plus de force avec le système libanais, avec le gouvernement libanais pour affronter ce problème dans une situation, on peut dire, assez forte pour trouver des solutions et sortir de ce problème. Donc vous parlez déjà à ce retour en arrière justement pour parler de la situation politique au Liban en général. En général, oui, on parle en général parce que maintenant c'est des situations assez spéciales. Le Hezbollah frappe en Israël pour soutenir l'Iran et pour se venger pour la mort de Ayatollah. Ce n'est pas... et c'est le Liban tout entier qui assume. Exactement. C'est les Libanais qui payent tout ça. Alors là, il faut quand même séparer les problèmes entre deux parties, aider l'État de Liban pour rester fort, assez fort, et aider dans les situations de résoudre ces problèmes entre Israël et le gouvernement libanais qui n'a rien fait vers Israël. Très bien. On passe justement au rapport conjoncturel publié en mars 2026 de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Dans ce dernier rapport, Albert exprime une vive inquiétude face à l'escalade des tensions en cours au Moyen-Orient. L'institution financière internationale souligne que la persistance de ce conflit armé constituait désormais une menace croissante et multidimensionnelle pour la stabilité économique à l'échelle globale. Selon les analystes de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD, une intensification prolongée des hostilités pourrait freiner brutalement la dynamique de reprise post-pandémique en provoquant une nouvelle onde de choc sur les marchés financiers et les circuits commerciaux internationaux. Le rapport met particulièrement l'accent sur la vulnérabilité des marchés énergétiques, prévenant qu'un maintien de prix de pétrole au-dessus du seuil critique de $100 le baril réduirait mécaniquement la croissance mondiale de près d'un demi-point de pourcentage. Cette flambée de cours de l'or noir couplée aux perturbations majeures observées dans le détroit d'Ormuz entraîne une hausse généralisée des coûts de production et de transport. Par extension, la BERD anticipe une recrudescence des pressions inflationnistes mondiales, estimant que l'indice des prix pourrait bondir de plus de 1,5 million si les chaînes d'approvisionnement en engrais et en matières premières restaient durablement entravées. Au-delà de l'impact global, la Banque identifie des conséquences directes et alarmantes pour les économies émergentes de la région méditerranéenne, notamment l'Égypte, la Jordanie et la Tunisie. Ces pays font face à un double défi marqué par une chute brutale des revenus touristiques. En conclusion, la BERD appelle la communauté internationale à une vigilance accrue, avertissant que l'incertitude géopolitique actuelle fragilise les budgets publics déjà lourdement endettés et pourrait contraindre de nombreux États à revoir à la baisse leur ambition de développement pour les années à venir. Eh bien, on parle de soucis vis-à-vis de la croissance mondiale. On parle justement d'une flambée des cours de l'or noir. On parle de conséquences directes et alarmantes, surtout pour les économies émergentes de la région méditerranéenne. À quel point ce communiqué, si vous le voulez bien, ou ce rapport qui met particulièrement l'accent sur la vulnérabilité des marchés énergétiques, à quel point ces scénarios, justement, pourraient-ils avoir vraiment un impact critique, délicat et important sur l'économie mondiale?
Dans les situations de guerre, là, on peut tout imaginer. Bien sûr que depuis le début de cette guerre, le prix du baril de pétrole a augmenté à peu près entre 40 et 45%. Et ça donne un reflet sur tout le produit, même sur le transport, même sur le prix d'autres éléments. Parce que c'est pas un impact direct, c'est un impact indirect sur tous les produits dans le monde là. On parle de l'énergie qui fait tourner toutes les usines, qui fait tourner tous les moyens de transport, qui fait tourner la terre, si on peut dire ça. Quand il manque 20% de la production mondiale, bien sûr que ça fait un impact énorme. Est-ce que justement certains pays, certains États devraient-ils justement revoir à la baisse leurs ambitions de développement, vous trouvez? Non, mais il faut garder quand même l'espoir tout le temps. Mais baisser le rythme, par exemple, oui, on peut tarder un peu à cause de ça. Spécialement pour les pays qui ne sont pas producteurs de pétrole. C'est quand même des ralentis sur le chemin là, indirect. C'est pas leur faute. Ça veut dire quand le monde il y a un obstacle, ça ralentit tout le monde, mais bien sûr que c'est plus pour le parti qui font la guerre. Très bien. Docteur Hicham Youssef, vous êtes professeur de relations internationales. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Madame, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce soir. À présent, je vous laisse avec un compte rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée sur l'ensuite de programme national international. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit un appel téléphonique du souverain du royaume hachimite de Jordanie, Sa Majesté le roi Abdallah II. Au cours de l'appel, les deux dirigeants ont échangé les vœux à l'occasion de l'Eid el-Fitr. Le président el-Sisi s'entretient par téléphone avec le président de la République d'Indonésie, Prabowo Subianto. Le président indonésien a adressé ses félicitations au président el-Sisi à l'occasion de l'Eid el-Fitr. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec le chef du gouvernement Mustafa Madbouli et le ministre des Finances Ahmad Kojok. Lors de l'entretien, le président el-Sisi a passé en revue les priorités et les orientations de la politique budgétaire à court et moyen terme dans le cadre du budget de l'exercice financier 2026-2027. Le président el-Sisi s'entretient avec le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli et le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur Dr Mohamed Farid Salah. Lors de l'entretien, le président el-Sisi a passé en revue les efforts du gouvernement en matière de soutien à l'investissement ainsi que les dossiers du commerce extérieur et leurs liens avec le renforcement de l'industrie locale. Le président Abdel Fattah el-Sisi participe à la rencontre de la femme égyptienne et la mère idéale au palais de l'Ittihadiyya. À cette occasion, le président a prononcé un discours. La rencontre a donné lieu à un dialogue interactif entre le chef de l'État et certaines participantes. Le président el-Sisi s'entretient par téléphone avec le premier ministre de Malaisie, Anwar Ibrahim. Lors de l'entretien, les deux dirigeants ont salué la solidité de relations historiques étroites entre l'Égypte et la Malaisie.